Salut à vous, pauvres mortels, je suis Batman. Non, en fait, c'est pas Batman, c'est moi. Mais je sais qu'il est facile de se laisser tromper par un costume de cette qualité, je ne vous en veux pas. Le 20 juillet 2012, à Aurora dans le Colorado, James Egan Holmes ouvre le feu pendant l'avant-première du film The Dark Knight Rises de Christopher Nolan. 12 personnes trouveront la mort et 58 seront blessées. Ce drame aura des répercussions jusqu'en Europe, puisque l'avant-première à Paris sera annulée et que de nombreux journaux n'hésiteront pas à dire que c'est parce que le film est violent qu'il engendre ce genre de comportement. À moins que vous ne soyez persuadé que le rock'n'roll et les jeux vidéo rendent les enfants violents, vous avez dû vous poser la même question que moi. En quoi ce film peut être tenu responsable d'une telle abomination dans un pays où les armes sont en vente libre? Certains ont pour théorie que le responsable du massacre n'a pas choisi le film par hasard. En effet, les parents de Bruce Wayne ont été assassinés alors qu'ils sortaient du cinéma. Cependant, dans les origines de Batman telles qu'elles sont racontées en 1948, il n'est absolument pas dit que la famille Wayne sortait du cinéma, mais tout simplement qu'elle marchait dans la rue. De plus, l'assassin ne tire qu'une seule balle qui tue Thomas Wayne. Martha, elle, fait une crise cardiaque, choquée par le meurtre de son mari. Alors, au-delà de ces gros titres racoleurs, je me suis rendu compte à quel point l'histoire de Batman était parsemée de faits divers sordides, et je me suis dit que c'était beaucoup plus intéressant de vous parler de ça, plutôt que de faire une bête vidéo anniversaire pour ses 75 ans, et aussi parce que moi j'aime bien les trucs un peu sordides. Après la mort des parents de Bruce Wayne, vient celle de la famille de Dick Grayson, des artistes de cirque, les Flying Grayson, assassinés par la mafia qui tentera de maquiller le crime en un malheureux accident de trapèze. Attention, là je m'adresse aux enfants dont les parents sont trapézistes, alors les enfants ne vous amusez pas à couper les cordes, ça ne fera pas de vous un super-héros, hein, non non non. D'ailleurs je sais pas pourquoi, mais quand je pense à Dick Grayson, je pense automatiquement au film Sous le plus grand chapiteau du monde, que vous aussi vous vous êtes forcément déjà tapé avec vos grands-parents à Noël sur France 3 quand vous étiez gamin. Bien qu'ils aient tous les deux perdu leurs parents, Bruce et Dick ne le vivront pas du tout de la même façon. Alors que Bruce s'enfermera dans une solitude forcée en quête de justice, Dick restera ouvert aux autres, mais aura beaucoup plus tendance à rechercher la vengeance. Cela constitue l'une des deux majeures différences entre Batman et Robin. L'autre, c'est que Robin est en slip. Mais c'est bien la preuve que ce Batman est un dangereux malade. Qui laisserait un enfant aller combattre le crime en slip? Ces différences de comportement pousseront le dynamique duo à se séparer. Dick continuera sa carrière de super-héros sous le masque de Nightwing. Bruce Wayne trouvera un nouveau petit compagnon costumé en la personne de Jason Todd. Mon Dieu que cette phrase est bizarre. Le second Robin connaîtra une fin tragique en 1988. Pendant la saga Un deuil dans la famille, scénarisée par Jim Starlin, il sera sauvagement assassiné à coups de pied de biche par le Joker. DC Comics proposa à ses lecteurs de voter par téléphone pour décider du sort du pauvre Jason. Il y eut plus de 10 000 participants et sa mort fut votée avec une très légère majorité. En fait, les comics, c'est un petit peu comme la télé-réalité, mais avec une intrigue, des personnages intelligents et des mots compliqués. Deux numéros de téléphone furent créés, l'un impliquant la mort de Jason, l'autre sa survie. 5343 personnes votèrent pour la mort du jeune héros et 5271 pour qu'il reste parmi nous. On raconte même qu'un citoyen américain aurait triché, programmant son ordinateur afin qu'il compose le numéro pour la mort du personnage toutes les 90 secondes pendant 8 heures d'affilée, lui offrant ainsi la facture de téléphone la plus salée du XXe siècle. En fait, ce n'était pas la première fois que Robin mourait. Dans Batman 156 en 1963, notre héros avait déjà perdu son jeune faire-valoir, mais tout cela n'était en fait qu'une hallucination. Ah oui, les années 60, tout ça, vous voyez le tableau quoi. Jason Todd revint d'entre les morts sous le masque de Red Hood, une référence directe à son meurtrier, puisqu'il s'agit en fait de la première identité du Joker, comme on peut le voir dans The Killing Joke. C'est toujours en 1988, sous la direction d'Alan Moore et de Brian Bolland, que va naître cette aventure qui est parmi les plus controversées du Chevalier Noir. The Killing Joke est avant tout centré sur le personnage du Joker et sur la relation très particulière qu'il entretient avec Batman. Il le considère en effet comme un ennemi, mais aussi comme ce qu'il a de plus proche d'un ami. On y découvre plusieurs scènes particulièrement choquantes. L'une des plus mémorables est sans doute celle où le Joker fait irruption chez les Gordon, tirant à bout portant sur Barbara, la fille du commissaire et alliée de Batman sous le masque de Batgirl. Suite à cette agression, elle perdra l'usage de ses jambes et prendra l'identité secrète d'Oracle. Le Joker enlèvera ensuite le commissaire Gordon, forçant celui-ci à regarder des photos de sa fille blessée et dénudée, ce qui laisse sous-entendre des choses bien pires encore. DC Comics demandera d'ailleurs à Brian Bolland de redessiner certains passages jugés trop explicites. Bien qu'Alan Moore affirme regretter d'avoir cloué Barbara Gordon dans un fauteuil roulant, il n'a pas été tendre avec elle dans le script original, ce qui lui vaudra d'être malmené par plusieurs associations féministes. L'autre question soulevée par The Killing Joke est sans doute la plus grande jamais posée dans l'univers de Batman. À la fin de l'histoire, Batman tue-t-il le Joker? Alors bien sûr, si chacun aura son interprétation personnelle de la fin totalement énigmatique de cette histoire, et que de nombreuses théories circulent sur internet, la simple idée que Batman puisse mettre à mort son ennemi juré en a ému plus d'un. En effet, l'une des principales règles suivies par le Chevalier Noir est de ne pas donner la mort aux criminels, et de refuser toute forme de violence gratuite. Enfin... normalement.
De plus, s'il est aujourd'hui connu de tous que Batman se refuse à utiliser des armes à feu, ce n'était absolument pas le cas à ses débuts, Bob Kane et Bill Finger s'étant inspirés de nombreux personnages de pulps comme The Shadow qui n'avaient aucun remords à utiliser des armes létales. Très rapidement, et suite à de nombreuses pressions de la part d'associations de parents luttant contre la violence dans les comics, Batman laissera tomber son arme au profit de divers gadgets. Batman fait partie de ces personnages borderline, on attend de lui qu'il soit un justicier irréprochable, observant un code de conduite strict. Mais on sait aussi à quel point il doit faire preuve de sang-froid face à un adversaire tel que le Joker, surtout après tout ce qu'il a fait subir à ses proches. C'est un peu pour ça que chacun d'entre nous peut se reconnaître en Batman. Par exemple, quand une vieille dame traverse la rue, le héros qui sommeille en nous pousse à lui venir en aide, mais d'un autre côté, on a tous une folle envie de la pousser sous ce gros camion qui arrive à toute vitesse. Non, je suis le seul à qui ça fait ça? Personne? D'accord. Plus récemment, Bruce Wayne a dû faire face à la mort de son propre fils Damian, qui avait endossé à son tour le costume de Robin, ainsi qu'à l'enlèvement de tous ses alliés par le Joker, qui leur a fait croire lors d'un jeu sadique qu'il leur avait arraché la peau du visage. Alors je vous ai beaucoup parlé du Joker, mais si Batman est l'un des meilleurs super-héros, c'est aussi parce qu'il possède l'une des meilleures galeries de méchants que l'on puisse trouver dans les comics, et que bon nombre d'entre eux doivent leur existence à différentes formes de violence. En effet, si Harvey Dent est devenu double face, c'est parce qu'il a été défiguré par de l'acide. On imagine bien les violences psychologiques qu'a dû subir Oswald Cobblepot à cause de son physique avant de devenir le pingouin, ou bien la souffrance ressentie par Mr. Freeze face à son incapacité à sauver celle qu'il aime. Posez-vous un instant la question, au fond de vous, vous sentez-vous plus proche de Batman ou de ses vilains? Voilà, jusqu'à la prochaine fois, je compte sur vous pour avoir de saines lectures. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Si cette vidéo ne vous a pas plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez maintenant retrouver l'émission sur Facebook et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine. Nous comptons sur vous, Batman. Vous pouvez compter sur moi, commissaire. Mais qu'est-ce que vous faites? Je pars discrètement. Retournez-vous. Pardon.